Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le Maquis, le podcast de l'association Amicas. Nous sommes ravis de vous retrouver cette fois pour échanger sur la thématique de l'identité. 5 jeunes discuteront de leur rapport à leur africanité et de leur construction identitaire entre l'Afrique et l'Europe, mais également dans 2 cas, les Caraïbes. Nous tenons à préciser qu'aucun de nous n'est sociologue. Nous échangerons simplement sur nos expériences de vie. Et ainsi, la conversation portera sur les changements qu'ont connus nos invités lors de leur installation en Europe, après avoir vécu plusieurs années en Afrique ou dans les Caraïbes, sur la question de la biculturalité, ou encore du rattachement aux identités plus larges comme l'africanité, ou plus locales comme l'ethnicité. Je me présente, je suis Sirandou Soukouna, étudiante en Master 1 d'Histoire de l'Afrique et présidente de l'association Amicas, et je prendrai part à cette discussion. Je suis d'origine malienne et je suis née en Île-de-France. Maintenant, je vais laisser mes camarades se présenter. Bonjour à tout le monde, je réponds au nom de Yves Faustin. J'ai 30 ans et je suis burundais et j'habite aux Pays-Bas depuis 2015. Donc ça va faire 6 ans que j'habite ici. J'ai fait mes études ici aux Pays-Bas, j'ai fait le master en Conflict Study and Human Rights et j'ai eu mon diplôme en 2018. Du coup, je m'appelle Dior Camara et je suis d'origine franco-sénégalaise. J'habite en France depuis maintenant presque 5 ans et je suis étudiante en histoire, en 3e année d'histoire. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Clotilde Dénéus, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en Master 2 en droit des affaires, mais je me spécialise dans les contrats commerciaux à l'Université Paris-Créteil. Je suis d'origine haïtienne et je suis française. Je suis Marty Sana, je viens du Burkina et du Pays-Bas. J'ai grandi aux Pays-Bas, au Mali, en Tanzanie et là, ça fait 6 ans que je suis de retour aux Pays-Bas pour suivre mes études. En fait, je suis le président de l'association des étudiants d'héritage africain ici à Rotterdam. C'est comme ça en fait que j'ai rencontré Sirandou et que je me retrouve là sur le podcast. Alors pour commencer la discussion, je vais vous lister quelques mots et vous allez me dire lequel de ces vocables définit le mieux votre identité culturelle à l'heure actuelle. J'ai africanité, afrodescendance, afropéanité, diasporité, donc le fait d'appartenir à une diaspora, ou noirité slash noiritude, qui serait un équivalent de l'anglais blackness. Alors, parmi cette liste que tu as faite, je dirais que je me retrouve plus dans le mot afrodescendant. Je me considère comme une afrodescendante, mais également dans le mot de la diaspora, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis d'origine haïtienne, je suis née en Haïti. J'ai émigré en France, pardon, à l'âge de 11 ans. Et je me considère comme la diaspora dans la mesure où, malgré ce départ, en fait, je conserve des liens et des attaches avec mon pays d'origine. Ça passe par les pratiques, les habitudes propres à Haïti. Et j'essaye d'entretenir en tout cas des liens le plus possible. Pour l'instant, pas trop économique, mais j'espère que ça viendra par la suite. Mais du coup, je rajouterai également un mot que tu n'as pas dit. Je dirais que je me considère également comme afro-caribéenne. Je trouve d'ailleurs que c'est peut-être le mot qui me correspond le mieux, avec la diaspora et afrodescendante. Voilà. Pour moi, je m'identifie plus comme un Africain. Avec le fait que je suis né et grandi au Burundi, je me sens beaucoup plus comme Burundais africain. Mais c'est pas du tout facile de se définir comme avec un terme parce que c'est complexe. Mais quand on dit africain, je me sens là-dedans. Yves, pour te demander une question à propos de ça, est-ce que tu crois que la manière dont tu t'identifies comme ça a changé après que tu as passé un peu de temps aux Pays-Bas, ou est-ce que le fait d'être aux Pays-Bas et que, je sais pas, peut-être les gens te voient d'une certaine manière, ça a changé ton avis là-dessus? Oui, effectivement, ça a changé mon avis. Parce qu'au Burundi, j'étais entouré des Burundais, des Noirs. Moi, je voyais pas de grande différence. Mais depuis que j'habite ici aux Pays-Bas, j'ai vu une grande différence. Tu vois, de temps en temps, tu dois te présenter dans un groupe de gens. Tu vois, tu te fais des amis ici et là. Et des fois, je disais, je suis Burundais, quand personne ne connaît même pas le Burundi. Donc, je me suis dit, c'est facile que je dis que je suis africain.
Mais je pense que la façon dont je m'identifie, ça a vraiment changé depuis que j'habite ici aux Pays-Bas. Au départ, quand j'étais au Burundi, je parlais parce que je suis africain. On a des conflits ethniques dans mon pays. On se identifie plus selon ton quartier, là où tu habites, ton groupe ethnique, tu vois, ce genre de choses. Mais depuis que je suis ici, c'est mon côté africain qui vient en devant. Yeah. De mon côté, je sais pas, ouais, disons, je suis un Africain, mais en même temps, du même côté, en fait, je me vois aussi comme un Burkinabé. En même temps, je suis néerlandais aussi. Donc, c'est vraiment mixte, quoi. Et juste, j'ai des affinités avec certains, comment, catégories de cette façon. Mais disons, je sens de très forts rapports avec l'Afrique, en fait. Je trouve ça un peu difficile d'un peu on va dire, un peu se mettre dans une certaine catégorie. C'est un peu figé. Parce que moi, j'ai eu on va dire, j'ai grandi de manière un peu complexe, dans le sens où ma mère est française, mon père est sénégalais. Je suis née au Sénégal, mais j'ai grandi toute ma vie aux Antilles anglophones, enfin, une île qui s'appelle Sainte-Lucie. Et du coup, là-bas, j'ai une expérience de vie totalement caribéen anglophone, enfin, proprement saint-lucien. Et ce qui fait que jusqu'à présent, par exemple, je parle assez mal Wolof, mais je parle assez bien le créole saint-lucien. Le fait d'avoir, en fait, il y a beaucoup d'endroits qui influent comment tu te vois, on va dire. J'ai souvent entretenu des liens avec le Sénégal, dans le sens où mon père habite encore là-bas. Donc, j'y retournais bah, une fois par an depuis les Caraïbes. Et j'ai un peu gardé ce lien, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, je me regardais juste comme africaine vivant, enfin, membre de la diaspora, tu vois, vivant à l'étranger. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai eu une autre vision de moi-même, dans le sens où je suis arrivée et je me suis dit: «Ah ouais, maintenant, genre, je suis noire». Yves, tu aimerais rebondir sur ce que dit Dior? La façon dont tu te perçois dans un tel contexte, si tu bouges dans un autre contexte, ça varie toujours avec les contacts, l'interaction avec les autres gens, la façon dont les gens te regardent. Donc, tu as toujours à t'identifier selon l'endroit où tu es. Je me vois vraiment dans ça parce que, en fait, j'ai grandi, par exemple, aux Pays-Bas et là, j'étais, genre, aux Pays-Bas, je me vois d'une certaine manière. Après, je rentre au Burkina. Autant que je me sens africain ou burkinabé aux Pays-Bas, par exemple, parce que à cause de mon apparence, une partie de ma culture aussi. Après, quand je rentre, là, je, m- j'aperçois les trucs qui sont plus hollandais chez moi, quoi. Et là, ça fait encore cette bataille, en fait, en moi. Du coup, Marty, ça c'est un aspect sur lequel on reviendra plus tard, le fait de vivre et de faire concilier deux identités. Mais pour en revenir à la première question, c'était volontaire le choix de restreindre les possibilités de réponse à ces quelques labels identitaires. Et j'ai trouvé vraiment intéressantes bah, les réponses que vous avez développées. Et pour ma part, à l'heure actuelle, je pense que le terme qui me définirait le mieux, c'est celui de diasporienne, d'africaine de la diaspora, du coup. Parce qu'il signifie bien que je suis africaine, mais du coup éloignée géographiquement du continent, puisque je ne suis pas née. Je suis née en France, du coup. Et je me dis qu'une fille qui a mon âge, qui a le même héritage culturel que moi, aurait une façon totalement différente de voir le monde que moi. Et c'est en ça que j'aurais du mal à me définir comme étant uniquement africaine, parce que je sais qu'être née en France, avoir grandi en France, ça a forcément un impact sur ma façon de voir le monde et sur les référentiels que je peux avoir du coup. Donc ouais, diasporienne, mais j'aurais pu dire aussi afropéenne au final, puisque c'est une définition qui s'en rapproche. Mais je trouve que le terme de diasporienne traduit une plus grande attache pardon, au continent africain et moins une volonté de se pérenniser comme le fait d'être afropéenne. Et c'est ce qui est mon cas du coup. Donc je dirais à l'heure actuelle diasporienne. Je comprends exactement ce que tu dis. Et je voulais en fait rajouter quelque chose parce que je ne sais pas si vous connaissez Chimamanda Adichie. Et en fait, elle parle
du dangers, comment dire, the danger of a single story. Alors, le danger d'une seule histoire. Et c'est pour dire, en fait, le fait que même là, on essaie de se définir d'une certaine manière ou de demander à quelqu'un, tu viens d'où, ce genre de choses. En fait, quand je réponds à cette question, ça veut rien dire sur moi et ni sur vous, quoi. Donc, c'est pour dire, on est beaucoup plus que ces mots, quoi. On est vraiment nos histoires. Euh, et on doit chacun vraiment donner de l'importance à les connaître et à se connaître aussi de cette manière, je trouve. Maintenant, il est temps de dire un mot sur vos constructions identitaires. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez le souvenir d'un événement ou peut-être d'une succession d'événements qui a vraiment cristallisé votre identité à la fois personnelle et l'identité culturelle à laquelle vous vous rattachez? Dans mon cas, il y a plusieurs éléments qui ont participé à faire du coup, la femme que je suis aujourd'hui. À commencer par mes parents, par ma famille, le fait que je sois née en Haïti, j'ai reçu une certaine éducation dans le sens où j'ai grandi dans une famille qui m'ont transmis, on va dire, des valeurs. Après, je fais mes choix. On reçoit une éducation, on choisit ce qu'on garde ou pas. La culture haïtienne a aussi beaucoup influencé sur la personne que je suis aujourd'hui et malgré que je sois en France actuellement, j'essaye quand même de toujours garder un regard à ces cultures-là, ces facettes-là d'Haïti parce que c'est quelque chose qui m'a forgé et qui est important de garder un certain, du coup, de garder en vue tout ce que j'ai reçu de la culture haïtienne et que j'aimerais plus tard transmettre à mes enfants si j'en ai parce que je trouve ça essentiel. L'école aussi a participé à forger la personne que je suis, l'école en Haïti, l'école en France, parce que je trouve que l'école, que ce soit en Haïti ou en France, c'est un endroit, je trouve que c'est un pilier en fait. C'est un lieu de vraiment qui est central dans la diffusion du savoir, mais également dans la diffusion de la culture nationale. Et je pense que la culture nationale aussi participe à créer notre identité. Donc, je trouve que c'est plein d'éléments. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un événement qui m'a construit. Pour moi, c'est un ensemble d'événements. C'est un ensemble que je ne pourrais pas, comment dire, séparer, qui fait de moi ce que je suis. Et toi, Dior, est-ce que tu as réussi à identifier ce qui a été vecteur de changement pour toi? Quand je suis passée d'un système totalement anglophone à un système francophone, je l'ai assez mal vécu parce que c'était un peu dur. C'était l'année de la première, en gros, et en première, on passe le bac français. Et donc, du coup, moi, je parlais assez bien français, mais mon écrit, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. J'écrivais phonétiquement, quoi. Mais par exemple, le moment où j'ai compris que, parce que toute ma vie, je pensais en anglais, je réfléchissais en anglais, je faisais tout en anglais. Et à un moment, quand je suis arrivée dans un système francophone, un écosystème francophone, j'ai dû m'adapter, tu vois. Et ça, je peux dire que ça, c'est un moment très fort parce que, tu sais, on dit que dans chaque langue, il y a un point de vue. Et c'est le moment où j'ai un peu changé de point de vue sur beaucoup de choses. Et c'est un rapport très important avec la façon dont on se fait une identité. Par exemple, les Burundais qui habitent ici, ils ne parlent pas néerlandais parfaitement. Le néerlandais, c'est l'une des langues les plus difficiles. La langue peut aussi être un outil d'identification pour les inclure et exclure d'une autre catégorie des gens. Je me souviens, ma première, on va dire, vraie expérience en France avec un vrai français, c'était avec l'administration. Mon père voulait m'inscrire à l'école, je venais d'arriver. Et je suis rentrée dans ce fameux bureau et la dame me parlait. Mais en fait, moi, par rapport à ma culture, je sais qu'en fait, en Haïti, quand tu as énormément de respect pour quelqu'un plus âgé que toi, tu ne le regardes pas dans les yeux. Et en fait, j'étais face à la dame et je lui parlais, mais en fait, je la regardais pas et elle comprenait pas. Pour elle, c'était un manque de respect. Et mais en fait, moi, justement, je voulais, c'est dans une façon de lui accorder du respect. Et elle disait à mon père, mais pourquoi elle ne me regarde pas? Et mon père lui disait, ouais, elle est timide. Il essayait de lui expliquer un peu ce qui se passait. Mais pour elle, elle comprenait pas. Et en fait, moi, je venais juste d'arriver. Pour moi, c'était vraiment un choc et j'arrivais pas à lâcher prise et me dire non, je vais la regarder. C'était vraiment très compliqué à gérer. Mais du coup, c'est dans l'autre sens maintenant que ça me pose un peu préjudice. Je me souviens la dernière fois que j'étais en Haïti, que je parlais avec des adultes et que je les regardais dans les yeux, c'était un peu gênant pour eux du coup. Le choc culturel, quoi. Maintenant, on peut parler de biculturalité et du fait de vivre avec une identité duelle.
Et pour mon cas, je suis née en France, j'ai grandi en France et dans une ville de banlieue en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Montreuil. C'est une très grande ville avec beaucoup de diversité, entre guillemets, comme on dit, avec pas mal de diaspora africaine et notamment une grosse diaspora malienne historique. Et du coup, bah, j'ai grandi dans un milieu où bah, beaucoup de personnes de mon entourage étaient d'origine malienne. Mes camarades, mes potes au quartier, mes animateurs, mes profs de danse étaient maliens. Et même en dehors de ça, hein, genre mon environnement, vu qu'il était assez familier de la culture malienne, enfin tout ce qui est un peu d'ordre folklorique, comme la nourriture, les musiques, les danses, etc. Bah, c'était un milieu qui avait les codes que je connaissais, donc j'étais pas forcément très dépaysée, entre guillemets. Mais ça m'a pas empêché de me questionner sur mon identité, mais au final, comme tous les préados, mais c'est devenu des questions un peu plus récurrentes, je dirais à la fin du collège, début lycée. C'était un peu un moment pivot de ma vie parce que bah, c'était un moment où je prenais le bus, tout simplement pour aller en cours, et du coup, j'étais plus vraiment dans mon quartier, à côté de mon collège de proximité. J'ai rencontré des nouvelles personnes aussi. Et ce qui m'a fait penser aussi à mon identité, c'est que j'ai pris part à un projet de solidarité internationale et à destination de Palestine et d'Israël. Et pendant la préparation du voyage, les adultes encadrants bah, nous ont fait nous demander quelle était notre part de francité, quelle était notre part de nos pays d'origine, avec un pourcentage. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, la majorité du groupe était un peu dans Roger, c'est pas tellement le mot, mais avait plus de distance avec le fait d'être français et du coup était beaucoup plus proche de leur pays d'origine, à savoir l'Algérie. Il y avait des Kurdes, des Ivoiriens, etc. Et en fait, le projet nous a mobilisés pendant pas mal d'années et bah, ces pourcentages, bah, ils ont cessé de fluctuer avec le temps. Mais pour mon cas perso, à la fin, j'étais à un pourcentage qui n'avait pas trop changé et ma part d'être malienne était beaucoup plus importante que le fait d'être française en fait. Et rétrospectivement, je me suis demandé, honnêtement, si bah ça, c'était pas la résultante du fait que j'avais subi un rejet de la part de la France. Et honnêtement, je pense que non, parce que j'ai vraiment toujours été attachée à ma culture d'origine. Je pense, comme tout le monde, je suis passée par des phases un peu floues, hein, des phases de questionnement, surtout qu'on m'a mis en pleine tête bah, le fait que j'étais soi-disant ingrate parce que mon sentiment de francité était moins important que mon sentiment d'être malienne. Mais non, je me suis toujours pleinement sentie rattachée à ma culture de base, qui est soninké du Mali. Du coup, j'ai une grande attache pour ma culture ethnique et aussi pour ma culture nationale. Mais malgré tout ça, je pense pas que bah, tout ça soit fatalement inconciliable parce que je pense qu'il y a des gens qui le font bien, mais il faut que ça se fasse dans une bonne mesure parce que le danger qui guette, c'est l'aliénation parce que on est héritier bah, d'histoires qui sont bien plus anciennes que nous, de rapports de domination très anciens qui ont engendré bah, beaucoup d'aliénation, beaucoup de détestation de soi. Et si on se distance idéologiquement de l'Afrique, bah, on peut tomber dans ces écueils-là. Donc, d'où l'importance de bien connaître son histoire, de bien connaître la façon dont s'identifient nos peuples, leur façon de voir le monde. Je pense que c'est primordial. Et c'est un apprentissage bah, pour toute la vie parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre tout ça. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la biculturalité et maintenant je vais passer le mic à Marty. Moi, le fait qu'on a deux, je sais pas, deux nationalités, des parents d'ici et de là-bas, et plus nos expériences de deux différentes cultures. Et ça, je trouve, c'est ça en fait où je trouve l'avantage, parce que ça veut dire que moi, je peux me retrouver dans beaucoup de situations que je peux comprendre, où je peux me situer, ou comprendre la situation de d'autres personnes plus facilement qu'une personne qui a vécu qu'une seule culture. Ouais, c'est ça.
Là, ça veut dire aussi qu'une personne qui a une seule nationalité, par exemple, mais qui a grandi, il a vécu ici, il a vécu par là, il a, il a, il a fait partie d'une autre culture et il a compris aussi cette autre culture déjà, même s'il n'est pas de double nationalité, par exemple, il a aussi un avantage sur les autres. Et c'est presque la même richesse, je dirais. C'est d'avoir d'expériences de différentes cultures. Et dans nos cas, Dior, je trouve que cette expérience, elle vient de nos différentes identités, quoi, et de nos parents, etc. Mais je trouve que c'est vraiment dans l'expérience de d'autres cultures. Ça nous donne aussi, bah, how do I say, empathy, man. J'ai une question, Marty. Est-ce que tu trouves pas que le fait que tu as des expériences de deux côtés, tu trouves pas que les parents jouent un rôle très important d'accepter qui tu es? Par exemple, si tu es un Burkinabé néerlandais, que les deux disent, OK, tu peux être les deux à la fois. Parce que dans mon expérience, je connais, il y a des amis qui ont, qui ont de double nationalité, mais qui ont vécu seulement une seule expérience. Et ce groupe de gens, ils ont du mal à être acceptés par l'autre côté. Ils ne savent rien. Donc, c'était juste pour te compléter, pour que les parents jouent vraiment un rôle très important. Te montrer que tu peux être les deux à la fois, te montrer la culture burkinabèse, te montrer la culture néerlandaise. Oui. Et si tu peux parvenir à avoir les deux à la fois, c'est vraiment une richesse. Et c'est pas question d'avoir un double national seulement. Par exemple, moi, quand je suis venu ici, il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas. Parce que moi, j'ai vécu toute mon enfance, je suis né et grandi au Burundi. Mais depuis que j'habite ici aux Pays-Bas, il y a beaucoup de choses que j'ai changées. Et pour de bon, pour de bon. Tu vois, tu essaies de faire le comparaison, ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, encore avec le monde dans lequel nous vivons. Et tu trouves que la plupart des fois, ça joue à tes avantages. Yeah. Donc, tu connais comment les systèmes européens marchent, les cultures européennes. Tu connais aussi la culture africaine, la façon de vivre, la façon de parler. Si tu te trouves en Afrique, tu sais comment t'adresser aux gens. Je suis avec des amis néerlandais, je sais comment les adresser. Ça m'aide beaucoup partout où je vais. C'est pour ça aussi, je voulais mettre l'accent sur le fait que ça a beaucoup à voir avec nos expériences et non seulement avec nos nationalités, par exemple. Parce que comme tu dis, moi, je vois beaucoup de... Tu me rappelles un peu de mon père, tu vois, parce que mon père, il a beaucoup, il a vécu une grande partie de sa vie au Burkina. Il est né là-bas, il est burkinabé, etc. Mais il est venu ici aux Pays-Bas, il a fait ses études, il a travaillé pendant très longtemps. Et je vois aussi qu'il a appris des choses de la culture néerlandaise. À cause de cela, il est un plus grand homme aujourd'hui qu'il ne l'était avant, tu vois. C'est ce mélange de culture et c'est ça que je trouve important en fait. J'aimerais rebondir sur ton propos, Marty, pour ajouter quelque chose que tu ne dis pas, mais je pense que tu n'en disconviendras pas. C'est le fait que le mélange de cultures, comme tu dis, il est tout aussi intéressant et enrichissant lorsque la culture qui vient s'ajouter à celle de base est également africaine. Et j'ai pour exemple celui de mes parents qui ont quitté le Mali pour immigrer au Congo Brazzaville. Et à ce moment-là, ils ont beaucoup appris, sur, leur individualité propre. Ils ont beaucoup appris l'un sur l'autre aussi. Ils étaient installés dans une communauté, où il y avait, pas mal de Maliens, de Soninkés comme eux. Du coup, ils ont beaucoup appris, dans un contexte différent, dans des façons de vivre différentes, beaucoup de choses, sur, leurs proches. Et aussi, au contact de la population, congolaise qui a des systèmes de valeurs, des mœurs, une langue, différente, de la leur, à laquelle ils sont acclimatés, mais toujours en gardant leur spécificité, je crois bien. Ils ont beaucoup été enrichis sur le plan personnel et je sais que, leur expérience au Congo a vraiment été enrichissante. Toi, du coup, Clotilde, tu arrives en France,
un âge où tu t'étais déjà posé des questions sur ton identité, à un âge où tu connaissais bien ta culture et du coup, quelle a été, ton expérience, lorsque tu es arrivé en France, lorsque tu as été, confronté, à une autre culture? Après, moi, dans mon cas, je l'ai vécu un peu différemment. J'ai remarqué que vous disiez que c'était une richesse et un avantage, comme disait Marty, je crois. Moi, je l'ai vécu un peu différemment dans le sens où, au début, j'ai eu beaucoup de, enfin, en tout cas, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés face à cela parce que je venais d'arriver en France, j'avais 11 ans, je débarque en France, j'avais déjà une petite connaissance de moi-même et je m'étais déjà un peu construite une identité, mais sur des bases du pays d'où je venais. Et comme on l'a dit, en fait, la construction d'identité, il ne faut pas oublier que le fait d'être en rencontre et avec d'autres personnes, l'environnement qu'on fréquente, et les gens qui nous entourent influencent beaucoup là-dessus. Donc du coup, moi, c'était un peu un chamboulement de tout ce que j'étais un peu, mes principes, les valeurs aussi que j'avais reçues, par exemple par rapport à la famille. Moi, j'ai une approche avec la famille qui est très importante. Je veux dire, pour moi, la famille, c'est pas juste le père, la mère et les enfants. Et avec les personnes avec qui j'étais au collège, par exemple, quand je leur parlais de mes grands-parents avec qui je parlais tous les week-ends, pour eux, c'était un peu viens, enfin, sors avec nous. Et quand je leur disais non, je peux pas parce que j'ai attendu un appel de ma grand-mère, c'était un peu l'incompréhension. Donc pour moi, c'était très dur à concilier les deux au début. Après, j'ai grandi, j'ai gagné en maturité, j'ai pu faire des choix et j'ai pu aussi sélectionner les parties dans tout ce que j'ai reçu d'Haïti qui me correspondent. Et pareil, par rapport à ce que la France me donne, j'ai essayé de sélectionner les éléments qui me correspondent aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si au début c'était un peu difficile, pour moi aujourd'hui, je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est une richesse parce que la conception des choses que j'avais quand j'étais en Haïti était peut-être me permettait pas de comprendre certaines situations que j'éprouvais en France. Et idem en France, ce que j'ai reçu de la France me permettait pas non plus de comprendre certaines situations. Donc le fait d'avoir les deux, j'ai une approche un peu double qui me permet d'avoir une vision, on va dire, un peu plus objective, en tout cas pour certaines situations. Donc au final, je peux dire que malgré les difficultés rencontrées au début, finalement, en tout cas, ça m'est bénéfique, en tout cas le fait d'être passé par là. Et ça fait un peu ma spécificité en tant que personne pardon, et mon individualité. Attends, donc toi, tu es arrivé en France de Haïti direct, quoi. Oui, c'est ça. Et ça veut dire ton côté identité français est venu genre plus tard, en fait. Bien après, je dirais oui. Voilà, donc peut-être ça. Moi, je suis né avec ça, un peu cette identité, disons, et toi, tu as dû l'apprendre. Donc, il y avait cette période de transition, en fait, qui a peut-être été difficile. Exactement. Non, merci de partager ça parce que moi, j'avais pas pensé à ça de cette manière, en fait. On a évoqué le départ de l'Afrique et des Caraïbes vers l'Europe. Est-ce que le voyage retour, c'est quelque chose que vous envisagez dans un futur proche comme lointain? J'aimerais retourner en Afrique et m'y installer, peut-être travailler pour une bonne partie de ma vie. Et surtout, c'est hyper important pour moi d'y élever mes enfants. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de là-bas. Et je ne sais pas encore où ça va être. Peut-être au Sénégal, peut-être dans un autre pays comme par exemple le Ghana. Au Burundi. Au Burundi, why not? Bon, j'ai beaucoup pensé à ça dans ma vie. Ça a toujours été mon but depuis que, bon, j'ai vécu en Afrique jusqu'à ce que j'avais 18 ans. Depuis que j'avais 7 ans, en fait, tout ce temps, je me suis dit, OK, je vais faire mes études aux Pays-Bas. Et quand je finis mes études, je vais retourner en Afrique. Comme Dior, en fait, je ne sais pas dans quel pays exactement. Parce que je dois penser aussi aux opportunités qu'il y a pour moi, quoi, en termes de travail, etc. Mais oui, c'est vraiment mon but de rentrer en Afrique. Et là, je suis dans la dernière année de ma maîtrise. Bon, j'essaie déjà de voir où est-ce que je peux aller en 2022, quoi. Bon, j'espère que ça marche. Qui sait, je dois trouver un bon boulot là-bas. En Afrique de l'Ouest, je crois, quand même. Mais ouais.
je veux construire ma vie là-bas, quoi. Où est-ce que tu te vois plus tard, Clotilde? Naturellement dans mon pays d'origine, je dirais. Non, plus sérieusement, c'est vrai que Haïti, j'ai toujours imaginé, je me suis toujours imaginée là-bas. D'ailleurs, je voulais faire des études en diplomatie pour pouvoir y travailler. Je me suis rendu compte que c'était compliqué, donc je me suis dirigée vers le droit. Mais c'est vrai que aussi, je me suis rendu compte que j'étais un peu naïve dans le sens où j'avais peut-être cette idée de retourner là-bas avec beaucoup de bonne volonté, hein, de vouloir changer certaines choses, mais je veux dire, à mon niveau, il faut être un peu réaliste. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde avec certains membres de ma famille, notamment des cousins qui font également des études de droit. Et j'envisage du coup une collaboration avec eux dans le cas où on pourrait ouvrir un cabinet là-bas et essayer de travailler ensemble. Mais dans tous les cas, je ne m'imagine pas terminer ma vie en France, même si j'adore la France. Et je n'imagine pas en tout cas un avenir où il n'y aurait pas Haïti. Et, et de la même façon aussi, c'est vrai que l'Afrique ne me concerne pas directement, mais c'est aussi un continent que j'ai beaucoup envie de découvrir. Il y a beaucoup de pays qui me fascinent. Et c'est vrai que, bon, dans le cadre personnel, pour l'instant, je pense beaucoup à la République centrafricaine. Pourquoi pas avoir une maison secondaire là-bas. C'est un pays qui m'intéresse pour des raisons particulières, enfin personnelles, mais voilà. Donc, en tout cas, j'imagine pas un futur sans Haïti, j'imagine pas un futur sans la France, et j'entrevois l'Afrique, en tout cas le continent, dans ce futur-là également. Donc voilà. Quant à toi, Yves, où est-ce que tu te vois plus tard? Je pense qu'il y a d'ici quelques années, je vais retourner en Afrique. J'ai toujours aimé le continent. Chaque fois que je retourne en Afrique, je rentre chez moi. Donc, pour moi, l'Afrique, c'est ma maison, c'est là où j'ai laissé mon empreinte. Mais je pense que d'ici, je vais aussi utiliser les connaissances que j'ai acquises ici en Europe. J'ai beaucoup appris ici en Europe. Et je serai plus, comment dire, je serai plus valable en Afrique qu'ici en Europe. C'est pas trop en lien avec la question initiale, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis. Comment est-ce que tu fais pour te sentir bien? Et là, je te cite, en Europe, du coup, est-ce que tu essayes de te joindre à des organisations ou des associations qui fédèrent des personnes de communautés africaines au pluriel, je tiens à préciser? Moi, je suis actif ici aux Pays-Bas. Quand je suis arrivé, j'étais toujours intéressé à savoir les différentes culturelles des gens qui j'ai commencé à m'intéresser à voir comment ils s'organisent, s'il y a un cadre de rencontre, un cadre d'échange. Et donc, j'ai commencé à côtoyer ces différentes organisations. Pour l'instant, je suis membre de plus de 5 organisations burundaises et africaines. Je suis aussi membre actif. Je suis dans le comité, par exemple, je dirais, on a une équipe de basketball des Africains de l'Afrique de l'Est. Et donc, je joue le rôle de capitaine de l'équipe. Il y a aussi la diaspora burundaise dans laquelle je suis vraiment membre actif. Donc, je suis rendu compte avec mes amis burundais qui sont nés ici et grandis ici, il y a une chose qui n'ont pas. Peut-être que leurs parents ne veulent pas. Il y en a des parents africains qui ne veulent pas que leurs enfants soient comme des Africains. Mais pour moi, c'est vraiment très important que les parents donnent leur valeur africaine à leurs enfants. Je dirais par exemple, les enfants qui sont nés ici, ils ont la plupart des fois des difficultés à s'identifier à la culture néerlandaise, aussi à la culture burundaise. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas européens, mais quand ils retournent au Burundi, le fait qu'ils ne parlent pas la langue, ils disent qu'ils ne sont pas des Burundais. Ils peuvent être burundais et aussi néerlandais à la fois. Et pour être néerlandais, c'est facile pour des gens qui sont nés et grandis ici. Mais je pense qu'il y a façon de s'intéresser aux deux cultures. Et c'est une grande richesse. Pour finir, j'ai deux questions pour vous, Clotilde et Dior. Du coup, toi, Dior, tu as grandi dans un espace qui était majoritairement peuplé d'afro-descendants, mais c'est loin de tes racines d'origine, entre guillemets, du coup, ton Sénégal natal. Du coup, comment est-ce que tu as entretenu des liens avec ta culture qui était à des milliers de kilomètres de toi? Pendant que j'étais aux Antilles, j'allais assez régulièrement au Sénégal voir mon papa. Voir, enfin, une fois par an, c'est lui qui me permettait de garder un lien très actif, on va dire, avec le Sénégal.
à chaque fois que j'y allais, il faisait tout pour ne pas que j'oublie. Quand j'arrivais au Sénégal, bon, mon père, il m'emmenait un peu partout, passer beaucoup de temps chez la famille, et à essayer d'apprendre le Wolof pour que j'ai toujours ce lien un peu actif avec le Sénégal. Aussi, ma mère, qui, comme je dis, elle a passé beaucoup de temps au Sénégal, elle aussi, elle faisait en sorte de même me parler en Wolof parfois, parce que ma mère, elle parle couramment Wolof. Donc, elle faisait en sorte d'un peu garder cette partie-là, en fait, de moi en vie. Du coup, ton père est soninké, c'est ça? Oui. Et j'aimerais savoir, dans sa transmission, il a priorisé la culture soninké par rapport à la culture nationale du Sénégal, c'est ça? Ouais, tout à fait. Parce que je sais que les traditions soninké font partie de beaucoup de petits rituels de famille qu'on a. Et par exemple, mon père, tu sais, il me racontait toute l'histoire de la famille. Mais vraiment toute l'histoire de la famille. On a beaucoup ce truc tu sais, il y a une histoire derrière la généalogie, derrière le nom, etc. Tu vois, il y a beaucoup de ça. En fait, il insistait beaucoup pour me transmettre l'histoire. Par exemple, il m'amenait à des cérémonies de chant où ben, on louait l'histoire de notre famille en particulier, de certaines branches, etc. Et vraiment, tout ça, ça m'a impacté parce que du coup, j'ai un peu une meilleure connaissance de moi-même. Du coup, je vois plein de similarités entre nos histoires, genre, et outre le fait qu'on soit soninké, parce que au final, peu importe la culture, en général, les parents et bah, l'entourage familial est dans la transmission. Sauf que moi, le mode de transmission était assez différent de celui de ton père. Et c'est quelque chose que je comprenais pas parce que j'avais l'impression jusqu'à il y a pas longtemps que mes parents n'étaient pas suffisamment dans la transmission. Que les éléments qui me dispensaient, entre guillemets, enfin, j'ai trouvé épars, diffus. Mais aujourd'hui, et enfin, du moins, depuis que je suis un peu plus mature pour le comprendre, enfin, les choses reprennent leur sens et le puzzle arrive à se constituer petit à petit. Parce que quand j'étais petite, j'étais vraiment très, très, très curieuse de mon histoire. Et bah, j'avais l'impression que mes parents, ils me contentaient pas assez. Et du coup, j'ai fait des petites recherches par moi-même,